Bonsoir. L'actualité du jour nous emmènera tout d'abord à l'hémicycle. Hier, les députés de l'opposition ont quitté une session plénière de l'Assemblée nationale. Les raisons tout à l'heure dans le Live Actu. Nous parlerons également de santé. Dans son rapport daté du 30 novembre, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS donc, révèle un recul dans la lutte contre le paludisme sur le continent. Notons que l'Afrique enregistre aujourd'hui 94% de décès liés à ce mal. Et demain, 3 décembre, le monde entier célébrera la Journée internationale des personnes handicapées. Pour parler de leur situation dans notre pays, nous aurons avec nous ce soir la journaliste et écrivaine Agnès Crédy, auteure de l'œuvre Les Affranchis du sort. Elle aura à ses côtés Koné Yakouba, président de la coordination des associations de personnes handicapées en Côte d'Ivoire, et Ange Dagaridasso, il est directeur de cabinet du maire de Cocody. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonsoir à tous, bonsoir à vous, chez vous. Merci d'être en notre compagnie, merci de nous accepter chez vous tous les soirs pour ce rendez-vous devenu incontournable dans vos différents emplois du temps. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, le plus beau compliment que j'ai pu entendre de hier à aujourd'hui, c'est celui d'un confrère qui me disait tous les soirs, je vous regarde à la télé et ça me fait énormément plaisir. Merci, très cher confrère, et à tous les autres confrères qui ont l'honnêteté de le dire. Parce qu'il y en a un qui pense ça, mais il veut pas nous dire. Si on a dit ça, ça va on les salue tous. Ouais, on les salue tous, on salue tous les confrères. On célèbre la confraternité sur cette chaîne et sur ce plateau. Sur notre plateau ce soir, il y a le sourire et le regard de mademoiselle Rayana Assi. Bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir. Comment ça va? Tu n'es pas au point ce soir? Ça va. Ça va. Le sourire est là, le regard est là. Ah, oui. Je le connaissais pas moi-même. Mais moi aussi, c'est venu comme ça. Madame Médite Bourbleu, comment allez-vous? Bonsoir Monsieur Brissano. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, oui, très bien. Vous êtes magnifique comme tous les soirs. J'ai envie de dire Madame Edith Bourbleu en rouge. Je sais pas pourquoi. Tu vois, il t'a contaminé. Je sais ça, vraiment. Oui. Non, je fais une pause pour les couleurs. Ouais, je sais. Sophia Aida, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va être un Brice. Il y a des secrets, hein. Exactement. On a remarqué. Alors, on parle de, je tiens un ouvrage, hein, donc je me suis amusé à me poser cette question, et donc je vais vous la poser, parce que quand je pose des questions, je vous la pose. La dernière œuvre que vous avez lue, Rayana Assi. Pourquoi est-ce que tu commences par... Alors, c'est un ouvrage que Edith m'a offert à mon anniversaire, qui parle d'une jeune dame qui a sauvé 90 000 vies. Alors, son nom, c'était, rappelle-moi. Une femme africaine. Une femme africaine, j'oublie un peu son nom, mais c'était une œuvre très inspirante. L'histoire d'une femme. Je te dis que j'oublie son nom. Très bien. Le nom de l'œuvre. C'est vrai que j'ai pas la mémoire, mais c'est le prénom de la dame d'ailleurs. Oui. Mais en tout cas, elle a sauvé plus de 90 000 vies dans une situation où les femmes en Éthiopie étaient confrontées à ce qu'on appelle de grandes souffrances, de l'enfantement, du rejet et tout ça. Et voilà. Et dites-nous qu'on fait l'œuvre là. En fait, je crois que ça fait quoi, 2 mois? Ouais, 2 mois. 2 mois, oui. Parce que vous lisez beaucoup. Et en fait, moi, tu sais, j'ai eu une période où j'ai lu, mais j'ai bien avancé dans l'œuvre, et puis après, bon, avec les activités et tout ça. Mais vous avez retenu l'essentiel. J'ai retenu l'essentiel. Voilà, j'ai retenu en fait le caractère principal du personnage. Donc cette force-là en fait en la femme, et on en parlait, je pense, hier sur ce plateau. Donc voilà. Et depuis lors, vous êtes prête à sauver des vies, si besoin se fait sentir. Je le fais comme je peux. Très bien. Félicitations. Edith Bourbleu, vous qui offrez des ouvrages. Lequel avez-vous lu? Dernièrement, en tout cas tout récemment, j'ai fini de lire Black Mano de Armand Gauze. C'était délicieux, déconcertant. C'est l'histoire d'un Ivoirien, en tout cas, qui allait immigrer en France, à Paris, dans un certain arrondissement, pardon. Et en fait, c'était un junkie. D'accord. Et qui a vécu beaucoup d'histoires. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Mais une fin triste, malheureusement. D'accord. Moi, alors, je vais commencer à lire un livre qui m'a été recommandé par ma mère, qui s'appelle How to Love a Black Man, Comment aimer un homme noir, et qui est écrit par une femme noire américaine qui décrit en fait cette incompréhension au niveau dans les couples, on va dire, dans la communauté noire,
à cause de tout ce qu'on a vécu, de la colonisation à l'esclavage et ainsi de suite, et qui met en fait une espèce de barrière. Très bien. Voilà. Donc je pense que ça va être intéressant. Je vous ferai un recap. Les affranchis du sort. C'est le dernier bouquin que j'ai lu. Wow. Il est de Agnès Crédit qu'on va recevoir sur ce plateau. C'était la petite minute littérature. Et puis c'est notre façon d'inviter les uns et les autres à la lecture. C'est très important pour la culture et pour d'autres choses. Voilà. À tout de suite. On propose ce qui se passe chez nous et à l'étranger. L'essentiel de l'actualité, c'est notre Life Actu. C'est maintenant. Bravo. Merci. Yes. You did it. Yeah, I did it. On commence par la politique et cette situation. Au niveau de l'hémicycle, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Enfin, hier. Oui, hier, 1er décembre. On va dire une petite altercation. Des éclats de voix. Des éclats de voix. C'est le haut lieu de la démocratie, de toute façon, l'hémicycle, l'Assemblée nationale. Donc, chacun peut défendre ses opinions et c'est ce qui s'est passé au sein de l'hémicycle. Et l'Assemblée nationale a été réunie en séance plénière pour analyser les différents projets de loi. Et comme tu l'as dit, il y a eu une sorte d'altercation entre les députés de l'opposition et ceux du pouvoir. Qu'est-ce qui a causé? On va rappeler le contexte. D'accord. À l'entame de la session, les députés de l'opposition donc ont soulevé un préalable et ensuite ils ont entamé la lecture d'une déclaration. Dans leur déclaration, les députés de l'opposition dénonçaient, et je cite, un contexte sociopolitique délétère qui ne garantit pas la sécurité, qui ne garantit pas leur sécurité, tout en relevant la détention des députés de leur camp. Et dans l'hémicycle, pour la députée de Tingrela, Madame Mariam Traoré, il n'était pas question de lire une telle déclaration au sein de l'hémicycle. Et il s'en est donc suivi des éclats de voix parce que elle s'opposait en tout cas à la lecture de ce préalable. Et il y a eu, et conséquence, il y a une suspension. Exactement, il y a une suspension. Le président de séance, donc le doyen Monsieur Diawara Mamadou, a demandé aux députés de l'opposition de suspendre leur déclaration. Et les députés donc se sont dirigés donc vers la sortie et ils ont finalement fait ces déclarations dans les couloirs de l'hémicycle et dans le hall. Et face aux journalistes, les députés ont livré la teneur de leur déclaration. Je vais citer entre autres l'arrestation et la détention des députés Pascal Affinguessan en violation flagrante de leur immunité parlementaire et de leur statut d'ancien ministre et premier ministre qui exige de par la loi des procédures pénales particulières. Ensuite, la menace d'arrestation du député Albert Mabry-Touaqueuse, qui est aussi président de l'UDPCI. L'arrestation et l'incarcération depuis le 23 décembre 2019 du député Alain Loboyan, sans respect de son immunité. D'après eux, l'arrestation et l'incarcération le 3 novembre 2020 des sénateurs Seri Binguessam Priva et Bassi Kofi, qui ont été libérés sous contrôle judiciaire après 22 jours de détention en violation flagrante de leur immunité parlementaire. Et enfin, le mutisme du président de l'Assemblée nationale, selon eux, à qui les groupes parlementaires de l'opposition avaient adressé une correspondance en date du 12 novembre 2020 pour lui exprimer leurs préoccupations quant au manque de sécurité de leurs membres et ils jugent qu'il n'a pas répondu à leur sollicitation. En tout cas, ils ont lu la déclaration, c'est vrai, en dehors de l'hémicycle. Bien sûr, en dehors de l'hémicycle, mais face aux journalistes, donc ils ont pu se faire entendre et donc on a eu cette déclaration qui a été diffusée par la plupart des médias en ligne. D'accord. D'accord. Bien, merci, Madame pour Bleu, de nous faire un. En tout cas, ça promet des échanges, en tout cas certainement houleux, au sein de l'Assemblée nationale lors des prochaines peut-être sessions, parce qu'ils vont forcément vouloir se faire entendre de leurs collègues députés. C'est un peu ça aussi la beauté de la politique, du jeu démocratique, comme on le dit. Donc, on verra bien ce qui va se passer. D'accord. En tout cas, les éclats de voix dans les hémicycles, c'est pas spécifique. C'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. On voit dans d'autres pays. Voilà. Il y a même des bagarres, des chaises qui volent. Voilà, des chaussures. C'est vrai que c'est pas souhaitable, mais bon. Des chaussures qui sont lancées. Ouais, j'ai vu des chaussures. Des gens qui évitent des chaussures. On sait jamais. Sophia est avec vous. Avant vous, je parlais avec Ryan ainsi d'une autre situation de justice. Celle-là concerne les artistes Yodé et Siro.
Tout à fait. Ouais. Alors, nos artistes du Zouglou, des acteurs importants du Zouglou qui sont pas mal engagés, ont reçu donc ce 2 novembre une convocation. Donc, ils ont été convoqués au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Et l'objet de cette convocation, c'est l'ouverture d'une enquête judiciaire. Alors, on sait qu'ils s'y sont rendus, mais pour l'heure, on n'a pas plus d'informations sur ce qui a pu se passer. Certaines personnes arrivent encore à spéculer et tout ça, mais il faut noter quand même que cette convocation intervient juste après leur concert, le concert qu'ils ont donné le 29 novembre 2020 à Yopougon, à l'internat. Et voilà, à l'occasion, ils ont tenu pas mal de propos à l'endroit du procureur notamment et tout ça. Donc, on se demande bien ce qui se passe réellement. On n'a pas d'informations officielles sur les causes de cette convocation. On attend toujours de voir ce qui s'est passé. On sait juste qu'ils s'y sont rendus. Ouais, on sait que les Siro, déjà à partir de, qui sont reconnus comme des artistes étant engagés, oui. évidemment pratiquant du Zouglou, qui est déjà une musique de revendication, d'engagement. Il y avait déjà une certaine polémique aussi avec leur morceau, leur dernier album. Qui notamment a fait surface lors de tout ce qui s'est passé avec les élections présidentielles et tout ça. Donc, voilà. En tout cas, on préfère ne pas vraiment se prononcer. Je pense que c'est le plus important, une issue heureuse à tout ça. Absolument. Et on attend d'avoir les informations officielles avant de vraiment... On va retenir issue heureuse. On va retenir cela. Parce qu'on le souhaite tous. Exactement. On le souhaite tous. À l'international, avec vous, Sophie Aïda, il est question du recul, d'un certain recul dans la lutte contre le paludisme. Et ça, exactement. Alors, selon un rapport de l'OMS en date du 30 novembre 2020, un recul donc a été observé dans la lutte contre le paludisme, comme tu disais tout à l'heure. En 2019, c'était près de 400 000 personnes qui perdaient la vie à cause du paludisme. Il faut savoir que le continent africain enregistre près de 94 de ces décès. Du nombre total de ces 94% pardon du nombre total de ces décès, soit 384 000 morts. Oui, quand même. En 2019. En 2019. Alors, et 4 pays ont concentré près de la moitié de tous les cas dans le monde, notamment le Nigeria avec 27%, la République démocratique du Congo avec 12%, l'Ouganda avec 5% et le Mozambique avec 4%. Alors depuis une fois, on fait pas partie du classement. Non, c'est tant mieux effectivement. Alors depuis ces 4 dernières années, le nombre de nouvelles infections est relativement stable, avec près de 229 millions de personnes infectées. Chaque année. Depuis ces 4 dernières années. Depuis les 4 dernières années. 229 millions de personnes infectées. Mais il faut noter que ça c'est stable. Donc, ça c'est stable. Donc ça veut dire que il y a 5 ans, c'était pire. OK? Donc grâce à d'importants progrès justement qui ont d'ailleurs permis de voir le nombre de morts chuter, donc de 736 000 décès en l'an 2000 à 411 000 décès en 2018 et 409 000 en 2019. Alors, pour bien comprendre, on a entamé la lutte contre le paludisme. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que le paludisme a reculé ou c'est la lutte qui a baissé? Non, alors j'y viens. Donc juste avant d'arriver à la raison pour laquelle le rapport de l'OMS parle de recul. Juste pour terminer, c'est donc 1,5 milliard de cas de paludisme et 7,6 millions de décès qui ont été évités. Donc depuis l'an 2000, selon donc le rapport de l'OMS, grâce à justement ces progrès qui ont été observés, voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question, mais parce qu'il y a toujours un mais. Selon l'OMS, aujourd'hui, les progrès mondiaux donc de la lutte contre le paludisme risquent d'être remis en cause. Premièrement par les lacunes en matière d'accès, ensuite à cause de la Covid-19 et le financement qui est jugé insuffisant. Donc il souligne, je cite, le manque de fonds provoque des manques dans l'accès à des outils de lutte contre la malaria qui ont déjà fait leurs preuves. Donc dans tous les cas, moi ce que je pense qu'il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions qui existent déjà. Il y a un vaccin qui est testé en ce moment au Ghana, au Kenya et au Malawi. Donc il y a déjà plus d'un demi-million d'enfants qui ont déjà été vaccinés. Donc on attend de voir un petit peu dans le temps les résultats de ce vaccin. Et puis je tiens par la même occasion à saluer toutes ces ONG qui se mobilisent justement dans cette lutte contre le paludisme, notamment une ONG que je suis beaucoup qui s'appelle Impact Santé Afrique, qui mène des actions surtout en Afrique francophone pour pallier à cette pandémie, pas cette pandémie, mais cette maladie, et d'ailleurs qui a été éradiquée des États-Unis par exemple ou d'autres continents. En fait, ça vient comme une note pour signaler. Ah non, il n'y a pas de palu là-bas.
Ça vient comme une note pourtant, il y avait pour signaler que si justement plus d'investissements ne sont pas mis justement, on va dire sur la table, on risque un recul en fait en réalité. Je crois qu'il y a aussi la raison Covid. Hein. C'est ça. On est passé. En fait, voilà, les priorités ont. Les chercheurs se sont tournés vers justement la recherche de remèdes au Covid. Mais c'est surtout le manque de financement, je pense, à cause juste de la Covid, you know. Je pense que c'est surtout ça, parce que les recherches sont toujours actives, les ONG sont présentes, elles sont sur le terrain, elles se battent comme elles peuvent. Justement, j'ai justement discuté avec Impact Centrafrique aujourd'hui. Elles font ce qu'elles peuvent, mais le manque de moyens ne leur permet pas de déployer au maximum les différents outils qu'ils ont mis en place pour parce que mine de rien, protéger la population. 400 000 morts par an, 409 000 morts par an, c'est carrément la moitié des cas Covid, en tout cas de décès Covid en ce moment. Et donc, ça fait moins d'un an que Covid existe. Ça fait moins d'un an que la Covid existe. Donc, je pense que la lutte doit continuer, intensifier et surtout communiquer, parce que c'est quand on ne parle pas d'une maladie qu'on oublie peut-être qu'il faut lutter contre cette maladie. À un moment donné, ils ont estimé aujourd'hui, il y a un peu de relâchement. Il avait pas lu, exactement. Alors qu'il faut reconnaître que le palu tue énormément. Énormément, et surtout les enfants. Il faut pas l'oublier. Donc, d'où le fait que les différentes campagnes soient axées sur la protection des enfants contre le paludisme. Comment on appelle net, moustiquaires, voilà, les anti, enfin les crèmes anti-moustiques. Il y en a sous toutes les formes, il y a des sprays, voilà, des crèmes. Et après il y a des eaux stagnantes dans les quartiers et tout cela. Bon, en tout cas, je crois que le message est passé, que tous nous devrons nous mettre à l'œuvre pour intensifier la lutte contre le paludisme. Et sait-on jamais. Et ça, c'est la note d'espoir. Il y a le vaccin, et surtout espérer que nous nous retrouvions plus dans cette situation. Qu'on arrive à éradiquer le paludisme. C'est possible. C'est totalement possible. Ça a été fait dans d'autres pays. On a pu rapidement trouver le vaccin de la Covid. On peut, je pense, après plusieurs années, trouver le vaccin contre le paludisme. En tout cas, avec cette note d'espoir-là, on va refermer les portes de notre Life Actu pour faire place à notre micro-trottoir. Tiens, je suis pressé. En recense en Côte d'Ivoire, 450 000 personnes en situation de handicap. Quel regard la société ivoirienne porte sur ces personnes? C'est la question qui a été posée dans notre micro-trottoir et on suit maintenant. La plupart des personnes voient les personnes handicapées d'un œil pitoyable. On se dit ils font pitié. J'en connais plusieurs. J'ai eu des amis qui sont paralysés, des personnes malentendantes, des personnes aveugles. Parfois, ça fait mal de les voir ainsi, et puis on est un peu gêné de les voir aussi parce que on se dit qu'ils n'ont pas tout ce que nous avons. Comment réussissent-ils à s'en sortir? C'est vraiment ce côté-là qui fait un peu mal. Bon, pour ma part, je pense que les personnes handicapées sont bienvenues dans la société, font partie intégrante dans la vie courante. Je pense qu'il n'y a pas de différenciation entre les personnes handicapées et les autres personnes. Elles sont actives dans la vie active et elles sont bien vues par les autres personnes. Les handicaps sont mal vus. Moi, comme ça, mon mari, il est handicapé, mais il est handicapé, il a Bac+3. Mais à cause de son handicap, il est obligé de se débrouiller dans un petit poste. Quand il dépose les dossiers, c'est rare que, bon, quand on voit ces dossiers, ils sont heureux, ils sont contents. Mais quand on le voit lui-même en personne, les gars sont découragés. Bon, en tant que sa femme, ça me frustre un peu. C'est pas le fait qu'il soit handicap qu'on ne doit pas le prendre. Je prends l'exemple comme un albinos. Quand d'autres personnes ne voient albinos, ils ne considèrent pas albinos. Oh, c'est un être humain, ils sont comme nous. Donc, on doit les considérer, de façon qu'eux-mêmes ils se considèrent, on doit les considérer comme eux. Je suis courageux avec mon handicap. Je ne demande pas, je gagne mes vécus. Non, au début, c'était pas facile. Je dis non, tu es quoi? Les jeunes nous volaient au plateau. Voilà, c'est pas ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils ont vu, ils ont compris. Il y a d'autres élèves, ils sont là pour mendier. Moi-même, souvent, ils voient, ça me fait mal. On est dans la ville, il faut te battre. C'est Dieu qui a voulu que tu deviennes handicap. Tu n'as pas pris ça au marché. Donc, si Dieu a rendu que tu es handicap, donc, il y a des petits moments que tu peux faire, tu fais ça en même temps. Selon nous, les Africains, l'handicapé est un peu mal vu. Moi, je connais même des histoires que la maman a fait un enfant handicapé et puis on l'a chassé de la famille, on l'a traité de sorcière, tout ça. Juste parce que elle a fait un enfant handicapé. Tu vois, c'est compliqué. Il faut se mettre à la place de l'handicapé, au fait, et s'imaginer qu'on pourrait être comme eux. Du coup, déjà, quand tu te mets à la place d'un handicapé, tu ressens déjà ce qu'il ressent, tu le traites bien. Parce que ça peut t'arriver. Avant, c'était un peu difficile pour les personnes handicapées d'être acceptées parmi les personnes valides. Mais aujourd'hui, nous constatons que
les personnes handicapées sont mieux considérées. Moi, comme ça, je suis un guide athlète. J'ai beaucoup voyagé avec des personnes handicapées, aller en Tunisie, remporter des médailles avec eux. Je donne un exemple. Kone Ouma, qui est l'athlète le plus médaillé au monde. Et il y a Trabi, il y a Gaston aussi, qui a des médailles. Il y a Numbo Kwame Jean-Luc, il y a Kwaku Yao Adama. Tous ceux-là, ce sont des Ivoiriens. Il y a Diamotele Alidou, lui fait la thérophilie. Il a même compétit avec des valides. Il les a gagnés, les valides. Être handicapé même là, eux-mêmes, ils disent chaque fois, on ne dit pas handicapé, on dit des personnes en situation de handicap. Ils veulent pas qu'on tienne ce mot-là envers eux. On dit des personnes en situation de handicap parce qu'ils ne sont pas handicapés dans la tête. Voilà, c'est dans la tête tout se passe. On retrouve sur le plateau du Live Talk, à la suite de ces différents avis-là qu'on a recueillis à la question « Quel regard, selon vous, la société porte sur les personnes en situation de handicap ?» On le voit bien, ce regard-là, il est dans un premier temps un regard de compassion. Oui. Même si les personnes... Ah, exactement, je m'apprête à le dire. Ouais. Mais je pense que la stigmatisation vient du manque d'informations sur les différents types d'handicap et surtout sur la sensibilisation, sur le fait que ce sont des personnes comme les autres, en fait. Donc, quand on grandit, et je pense que c'est au-delà même de l'handicap physique, quand on grandit et qu'on rencontre des personnes qui sont différentes de nous, on a tendance à avoir des préjugés ou à les regarder un peu différemment. Donc, encore plus quand quand ça se voit vraiment physiquement. Et souvent, c'est aux extrêmes. Oui. Voilà. Pour dire, soit les gens sont dans une situation de stigmatisation, de rejet, ou bien il y a une trop grande compassion qui finit par gêner même les personnes qui sont en situation de handicap. Et au-delà de ça également, il y a beaucoup de préjugés. Le fait qu'on assimile automatiquement une personne handicapée à peut-être un mendiant, une personne handicapée au fait qu'elle est une personne nécessiteuse. Exactement. Et en général, dans nos sociétés africaines, c'est un peu le cas parce que on va les marginaliser, les mettre en marge de la société. Enfin, je veux dire, pendant de nombreuses années, ces personnes-là avaient malheureusement été marginalisées. Et même dans les médias, je veux dire, à une certaine époque, dans les médias, c'était difficile de voir des personnes handicapées être en tête d'affiche ou avoir des rôles où pouvoir s'exprimer. Donc, c'est la société même en général qui conditionne aussi les populations, parce que s'il n'y a pas suffisamment de rampes d'escalier dans les écoles, dans les universités, même dans les bus. Oui, comment est-ce qu'ils font pour y avoir accès? On peut les remarquer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de les remarquer. Donc déjà même la société les marginalise et les populations qui ne s'informent pas ou bien qui vivent de préjugés aussi. Les mettre de côté. Qui sont privilégiés, les personnes privilégiées. De sociétés africaines, il faut pas oublier qu'on est justement dans ces sociétés africaines où on a encore un peu dans la tête ces idées un peu mystiques. Et moi-même, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Société africaine, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est dans l'ensemble des sociétés, hein. Oui, mais un accent beaucoup plus particulier. Parce que est-ce que tu vois des personnes handicapées dans des parkings? Là-bas, ça a évolué en Europe, par exemple. Là-bas, ça a évolué. Lorsque tu te gares sur une place de parking en Europe, tu reçois une amende. Tu es mal vu. Tu reçois une amende. Aux États-Unis, ça parce que c'est rentré dans le code des lois, c'est rentré dans la Constitution. Les handicapés eux-mêmes se sont battus pour avoir ces droits. Mais ici, on ne le remarque pas. Je veux dire, lorsque une jeune dame qui est en chaise roulante doit prendre le bus bondé pour rejoindre l'université, j'ose pas imaginer le calvaire qu'elle vit. Et surtout, est-ce qu'elle reçoit de l'aide? Tout à fait. Voilà. En tout cas, on aura l'occasion de parler de cette situation-là, de toute la problématique autour de la situation des personnes en situation de handicap avec nos invités. Ce sera juste après une pause. Nous sommes déjà de retour pour la suite du Live Talk. C'est l'heure pour nous de recevoir nos invités. Avec nous ce soir sur le plateau, Madame Agnès Crédit, elle est journaliste, écrivaine et conseillère technique du ministre de la Communication et des Médias. Avec elle, il y a Monsieur Kone Yacouba, président de la coordination des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et nous rejoindra tout à l'heure Monsieur Ange Dagaré d'Asso, et donc lui est directeur de cabinet du maire de Cocody. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être présent sur ce plateau-là. On le disait tout à l'heure, avec vous, nous allons aborder la situation des personnes handicapées. Et justement, tous les deux, on me dirait, vous avez suivi le micro-trottoir, on parlait tout à l'heure du regard que les gens ont sur la situation des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous partagez le point de vue des téléspectateurs que vous avez suivis tout à l'heure?
il ressort, et j'ai bien apprécié le témoignage de cette dame, épouse d'une personne manifestement en situation de handicap, qui a dit qu'elle est toujours désolée de voir que son mari, lorsqu'il déposait ses dossiers pour des demandes d'emploi, et semblait convenir au profil quand les dossiers étaient reçus, et que quand physiquement il se présentait, et là, tout d'un coup, on trouvait tous les moyens de ne pas le recruter. Et c'est vrai que c'est peut-être la situation qu'ils vivent, mais je crois que comme on dit toujours, on ne peut pas parler à la place, et quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Peut-être laisser M. Koné prendre la parole. Voilà. Déjà, merci la FTV. Dit que il faut reconnaître que ce regard-là évolue. Il y avait une période où vraiment les personnes handicapées étaient des parias, mais aujourd'hui, avec les différents textes, les travaux des Nations Unies, aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Et aujourd'hui, les personnes handicapées, petit à petit, ont accès à un certain nombre d'éléments. Avec ce que Mme Agnès Crédit a fait, ça change les regards. Même si aujourd'hui, le regard n'a pas totalement changé, je pense que la vision s'est véritablement atténuée. Alors, j'avoue que dans la terminologie, hein, je me perds un tout petit peu. J'entendais quelqu'un dire qu'on dit plus, en tout cas de moins en moins des personnes handicapées. On parle de personnes en situation de handicap. Quelle est la nuance? C'est une grosse différence en réalité. Parce que quand on dit que la personne est handicapée, elle est condamnée. C'est une forme de jugement qui est radical, c'est bouclé, il n'y a rien à espérer. Mais la fragilité physique que la personne a devient un handicap quand la situation, l'environnement n'est pas favorable. C'est pour ça qu'on parle de situation de handicap. Quand je rentre ici, avec la rampe qui me fait descendre, si j'ai un fauteuil roulant, je descends aisément avec ma rampe. Mais s'il y a des escaliers, je suis bloqué. La situation est handicapante pour moi. Voilà ce dont on parle. Donc c'est l'environnement, c'est les conditions de vie, c'est le contexte qu'on parle de situation de handicap. Tant qu'on va à un ascenseur, monsieur Koné et moi, à l'ascenseur, il monte aisément, sa canne ne changera rien, et moi, mes deux jambes valides ne changeront rien, on va arriver à destination au 4e étage. Mais si on doit prendre l'escalier, vous voyez bien qu'il va se retrouver bloqué au pied des marches. Donc voici ce qu'on appelle la situation du handicap. Donc le handicap à lui-même n'est pas handicapant. Ce qui handicape, c'est l'environnement, c'est les conditions de vie qui handicapent plus qu'autre chose. Donc il faut dire désormais personne en situation de handicap. Tout à fait. Noté. Monsieur Koné, oui. Vous avez parlé de grandes avancées qui ont pu voir le jour et qui ont pu permettre d'améliorer un tant soit peu la vie des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ces grandes avancées au niveau peut-être des textes de loi qui permettent vraiment de mieux intégrer les personnes en situation de handicap? D'accord, merci beaucoup. Je voulais répondre très rapidement en une seconde sur la thématique de personnes en situation de handicap et de personnes handicapées. Aujourd'hui, les textes de référence, c'est la Convention des Nations Unies. Malheureusement, ce texte-là n'a pas encore changé l'utilisation des termes en situation de handicap. Parce qu'on dit effectivement dans ce document-là, c'est personnes handicapées. Donc, les deux expressions sont acceptées. Donc, pour revenir à votre préoccupation, c'est qu'aujourd'hui... Vous auriez préféré que le vocable évolue? Non, nous facilitons la tâche. Nous, en tant qu'organisation, il faut faciliter la tâche aux gens. Tous les termes qui ne sont pas péjoratifs, il faut les accepter. Parce que déjà, les gens ont tendance à dire les handicapés. C'est ça, nous ne voulons pas. Sinon, tant qu'il y a personne à côté, nous acceptons. Voilà. Pour revenir à la question, il faut dire que déjà au niveau de la santé, l'accès gratuit à la santé pour les enfants de 0 à 5 ans est une avancée qui permet une réadaptation des enfants en situation de handicap. Et il y a également la ratification de la Convention des Nations Unies depuis 2014 par l'État de Côte d'Ivoire. Même si le protocole facultatif n'est pas encore ratifié, nous avons bon espoir que déjà c'est un départ. Et également aussi, il y a la loi pour l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Et il y a aussi un arrêté du ministère de la Construction qui demande pour les constructions qu'il y ait de l'accessibilité pour les bâtiments publics. Et déjà au niveau de l'appui de l'État de Côte d'Ivoire aux organisations, cet appui-là, même si ça reste encore inférieur aux États d'à côté. Vous parlez des ONG? Non, les ONG associations qui sont dans le domaine du handicap, même si l'appui du gouvernement reste encore insuffisant par rapport aux pays d'à côté. Peut mieux faire. Il y a une évolution quand même. Nous sommes passés pratiquement du simple au multiplié par 10. Okay. Voilà, donc c'est déjà des avancées. Et le plus important, c'est le recrutement dérogatoire à la fonction publique qui fait la spécificité un peu de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, c'est l'un des rares pays où les personnes handicapées ont accès à la fonction publique sans concours.
même s'il y a des petites difficultés qui restent, nous prenons toujours l'aspect positif et puis nous faisons les plaidoyers pour améliorer la situation. Mais à votre avis, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les personnes en situation de handicap sont encore à chercher leur place dans la société, malgré toutes ces actions qui sont mises en place? Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez ces personnes handicapées-là, il y a la volonté, mais ça reste que des tests. Dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. J'ai cité des beaux tests, mais l'application, c'est tout autre chose. Vous voyez aujourd'hui, près de 90% des personnes handicapées ont des problèmes d'accessibilité. Donc, quand vous êtes à la recherche d'emploi, que vous ne pouvez même pas accéder au bâtiment du recruteur, c'est déjà un problème. On parlait d'accessibilité, on va évoluer sur un témoignage, je peux vous le dire. Moi, j'ai un de mes fils qui est en situation de handicap, je vous le dis, mais déjà pour lui trouver un établissement, c'était très compliqué, parce que lorsque vous allez dans un établissement, on dit « Ah, mais il est différent », donc il n'y a pas comme dans certains pays des classes spécialisées. On a même été obligé de changer de pays, autant le dire. Aujourd'hui, il vit dans un pays où il y a des classes spécialisées, il y a beaucoup plus d'infrastructures. Ça déjà, c'est à la base déjà, on remarque que... Faut qu'il y a le problème. Pour ne pas vous couper, on a eu ce problème cette année à Boaké. Un de vos collègues journalistes qui a 2 enfants, un enfant en situation de handicap et puis un enfant apparemment bien, parce que nous mettons toujours la validité entre guillemets. Absolument. Et l'école, le père va à l'inscription, le parent lui dit, le directeur lui dit, bon, non, il n'y a pas de problème, celui-là, il n'y a pas de problème, l'autre, non, on ne peut pas le prendre. Mais le gars dit, mais les deux sont ensemble. Et le parent est obligé de changer d'école. On a été interpellé, nous avons interpellé les organisations de Boaké qui sont intervenues, mais le père n'a pas voulu qu'il y ait trop de... Puisque là-bas, il y a un comité pour l'école inclusif. Donc, vous voyez un peu ces difficultés-là. Les gens, la plupart des établissements n'ont pas prévu d'accompagnement pour ces enfants-là. Ce qui fait que, et quand vous regardez les infrastructures, 80% des infrastructures dédiées à cette classe de la société sont à Abidjan. Que deviennent les enfants qui sont dans les zones reculées? En fait, il y a un manque d'inclusion. Un manque d'inclusion. Les textes ne sont pas appliqués. Et finalement, les gens sont laissés, le parent est obligé de le faire comme notre papa, il a eu les moyens peut-être d'envoyer son enfant de l'autre côté. Mais dans le cas, facile. Dans le cas suivant, les parents sont obligés de transporter ces enfants-là au dos pour pouvoir avoir accès au bâtiment. Parce que si l'enfant est en 6e et que le bâtiment a un étage, et qu'il a... Il n'y a pas de rampe. Il y a plus d'élèves que des salles. Les classes sont tournantes. Vous voyez un peu les difficultés. La maman est obligée de rester dans la cour de l'école. Quand il y a un changement de programme, elle porte l'enfant, elle le met au 1er ou au 2e. Voici pourquoi nous avons commencé à faire des plaidoyers auprès du ministère de l'Éducation qui commence à être réceptif. Si l'enfant va dans une école qui n'est pas accessible, qu'on nous permette de le déplacer dans une autre école où vraiment les possibilités sont plus acceptables. Toujours dans les causes, Agnès Kadi, il y a également un facteur sociétal, un aspect de conception qui a lié aujourd'hui, enfin qui a lié à un moment les personnes handicapées à des personnes spéciales, négativement spéciales, j'ai envie de dire. Donc ça occasionnait leur mise à part de la société. Vous avez certainement rencontré ce genre de témoignages-là lorsque vous prépariez votre ouvrage. Oui, il y en a. On a la plupart des cas d'ailleurs, parce qu'ils sont d'une génération, pour arriver à devenir ce qu'ils sont devenus, ces héros. Je vois ça comme des héros, vraiment. Il a fallu qu'ils traversent une société qui, elle, a mis du temps à évoluer et qui évolue encore difficilement. Le ministre Joël Nguessan a dû partir très tard à l'école parce que ses parents devaient attendre de mobiliser un peu de ressources pour payer une voiture pour qu'il se déplace. L'avocat général, c'est Congo Koua, lui, par contre, il va aussi ils commencent tous l'école tardivement parce qu'on commence pas à croire qu'il ne peut pas avoir une vie normale, ces enfants-là. Ils sont petits, ils ne marchent pas à 3 ans, 4 ans. On se dit, on va commencer à courir, à faire le tour de tous les guérisseurs possibles. L'hôpital entend ce qu'il a fait, puis à un moment donné, on dit, bon, il n'y a rien à espérer. Cet enfant ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas être utile, il ne peut pas. Et on le met, ou souvent à la périphérie, ou on le cache, ou on le masque. D'ailleurs, vous avez parlé tantôt vous disiez, non, pas cette Afrique, pas toute l'Afrique, mais quand même des traditions africaines, quand même, qui considèrent qu'un enfant qui a du mal à se lever, qui n'est pas valide, est un enfant serpent, ou est un enfant maudit, ou avec une maman qui, elle, porte la poisse, qu'on repudie parfois parce qu'on estime que c'est elle qui apporte le malheur dans la famille. C'est d'ailleurs pour ça que le post-Soisier, j'ai voulu que ce soit un roi, donc le roi des Bois, Sa Majesté Assemian Obou,
pour justement incarner cette Afrique qui, elle, a mis du temps et continue peut-être à mettre du temps à assumer cette part d'enfants avec des physiques un peu fragilisés ou avec des présences qui ne sont pas forcément esthétiquement visibles, puisque dans un monde où on estime que le corps, c'est la beauté à célébrer. Et là, il le reconnaît. Et d'ailleurs, il cite un exemple, Soundiata Keïta. Il nous ramène à ce héros africain qui a été cet enfant perclus, rejeté, moqué, et qui s'est redressé, et qui a pu donc poursuivre son chemin. Et c'était donc important. Et ça me permet justement d'enchaîner sur votre ouvrage, Les Affranchis du sort. Qu'est-ce qui a motivé justement que vous penchiez spécialement sur la situation des personnes en situation de handicap au point d'en faire un ouvrage? Une démarche d'abord journalistique. On cherche des sujets. On essaie de voir autre chose. Et puis un jour, je me suis dit, mais oui, mais on passe notre temps à regarder au carrefour les handicapés qui sont en situation de mendicité. Et puis, en général... Souvent même, on détourne le regard. C'est ce que je dis. De manière inconsciente, en gros, c'est des mots de mépris. Et ça nous revient, mais après, on se dit, on l'a dit, quoi. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait là? Ils ne font que mendier, on fait ça suffit. Il y en a trop, on les voit trop. On le dit. Nous tous, un peu, à un moment donné de notre vie. Puis je dis, mais oui, mais il faut quand même s'arrêter un peu. Il faut peut-être voir que derrière ces personnes qui sont là dans la rue en souffrance, peut-être qu'il y en a d'autres qui, malgré la souffrance, on peut quand même s'en sortir et se réaliser. Puis j'ai commencé à chercher. Puis j'ai trouvé une personne. Il m'a même aidé, monsieur le président, parce qu'en temps, à un moment donné, fallait les appeler pour trouver des pistes de personnes à tracer. Il est venu, on s'est vu, il m'a dit, écoutez, Madame Crédit, faites sans moi, du moins parlez des autres d'abord, et puis ensuite, ce sera peut-être pour nous s'il faut. Et c'était de fil en aiguille, pêcher une personne volontaire qui voulait dans l'aventure. Mais en même temps, moi, je dis, ils sont d'un courage extraordinaire parce que c'est s'exposer. Je dis, c'est raconter sa souffrance, c'est se mettre presque à nu que de parler. Et ce livre le dit, puisque chacun raconte sa souffrance depuis l'enfance, ses drames, ses douleurs. Il y en a qui vous disent, pour une personne en situation de handicap, le mariage, c'est pas acquis, l'amour, c'est pas aisé. Il y en a qui sont toujours célibataires. Les particularités de votre ouvrage, ce sont 20 histoires hors du commun d'hommes et femmes qui ont réussi à surmonter leur handicap et ce sont de véritables héros. Absolument. Ce que je disais tout à l'heure, justement, par rapport à comment dire, l'éducation de la population, je trouve que c'est un bel exemple et c'est des beaux profils qui vont pouvoir justement encourager toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation de handicap et peut-être même ces enfants qui n'ont pas d'espoir, à savoir qu'il y a de l'espoir. Il y a des personnes qui l'ont surmonté et il y a des... Pendant qu'on en parle, monsieur Koné, il y a également la situation de personnes qui ont baissé les bras. Oui. C'est vrai, on a envie de dire même pour des personnes valides, il y en a qui abandonnent le combat, qui ne se battent pas. Je ne veux pas utiliser un autre terme, mais également dans la situation des personnes en situation de handicap, certains ont préféré, en tout cas, pour certaines personnes, il y a le raccourci qui malheureusement jette le discrédit sur l'ensemble des personnes dans la situation. Vraiment, je voulais vous remercier pour avoir abordé cet aspect-là. C'est un aspect tellement important pour nous. Vous voyez, souvent, vous êtes dans la rue. Moi, j'ai partagé l'expérience, je suis allé dans une boutique. Je voulais me faire plaisir. Et dès que je rentre, le propriétaire de la boutique dit il appelle son petit, il dit, je laisse le nom, il appelle, il dit, bon, donne 100 francs au monsieur, là. Oh là là. Ce jour, j'étais à l'NSTP, je venais de prendre ma bourse. Vous voyez, quand vous venez en nouvelle, vous voyez ce que ça fait. J'étais lourd. Et je voulais célébrer la fête de fin d'année. Quand même. Je lui ai dit, non, c'est vrai, c'est pas ta faute parce que les gens ont l'habitude de venir vous solliciter. Mais pour le moment, je suis venu pour vous donner. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous, l'un de nos combats au niveau de notre organisation, nous combattons la mendicité. Nous combattons la mendicité. Malheureusement, il faut des études pour pouvoir situer les responsabilités dans ce processus. Aujourd'hui, il y a des personnes valides qui se sont organisées, qui ont fait de la mendicité une entreprise privée. Malheureusement, qui ne sont pas souvent, entre guillemets, des Ivoiriens. Nous, aujourd'hui, en tant que personnes en situation de handicap, Ivoiriens, nous nous sentons frustrés parce que quand vous voyez ces choses-là, je vous prends un exemple, j'ai vu une dame, j'avais un patron avec qui je travaillais, paix à son âme. Chaque fois qu'on voyageait, il voyait la dame, il dit, bon, toi, ton affaire là même, tu dis que tu es président. Toujours, on voit les mendiants là, tu ne me proposes rien. Propos demande à cette dame-là, qu'est-ce qu'elle veut faire pour que je puisse l'aider? Je suis allé voir la dame, je lui ai dit, mais, madame, si pour quitter dans ce boulot-là, vous avez besoin de combien pour... Elle dit, non, elle est contente, ça va. Ce qu'elle gagne là, elle ne peut pas gagner ça ailleurs. Voilà. Vous voyez un peu? Ça vous dit que déjà la mendicité est condamnée par la loi. Mais vous savez, on est en Afrique, il y a les pesanteurs socioculturels. Non, c'est les pesanteurs, il y a la religion qui pense qu'il faut assister les gens. Et finalement, ça encourage les gens. Moi souvent, je dis aux gens, quelqu'un, il a ses 2 bras,
Et il boite simplement, et moi, il me demande l'argent. Mais je lui dis, mais mon ami, même si tu n'as pas pitié, il faut avoir honte. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que c'est un travail d'ensemble. Oui. Il faut que les parents nous accompagnent. Et à côté de ça, il faut avancer sur l'accessibilité. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent ça comme argument. Parce qu'ils ne peuvent même pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, allons-y vers l'accessibilité. Allons-y vers des études approfondies sur la question de la mendicité. Sortons des projets d'insertion. Pour ceux qui en veulent, ça va diminuer le processus et l'État sera plus libéré. Madame Crédit, donc dans Les Affranchis du sort, vous racontez le parcours, en tout cas difficile, mais on va dire heureux aussi, héroïque, de ces 20 personnalités, hommes et femmes qui ont su surmonter en tout cas leur handicap, leur situation de handicap. Et surtout à la page 143, il y a cette histoire émouvante de Monsieur Victorien Crouelet, qui perd la vue à 46 ans, mais qui a su vivre sans voir. Et il a réussi une carrière professionnelle assez enviable, comme vous le racontez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sans forcément, on va dire, nous raconter tout le livre? Alors lui, il est donc atteint d'une maladie il sait qu'il va perdre la vue. Dégénérative. Totalement. Et ce n'est pas guérissable. Il s'est dit, le médecin lui dit, il n'y a rien à faire. À 40 ans, ce sera fini pour vous, vous ne verrez plus. Alors, il est dans l'administration. Ce monsieur, son premier job passe par la capacité à utiliser ses yeux, justement, et surtout à écrire. Il se dit, je ne pourrai plus écrire, comment je fais? Il s'est dit, dès le temps, quand on lui a annoncé cette nouvelle, il s'est dit, je me prépare à faire en sorte que mon cerveau remplace tout. Mon cerveau remplace ma vue. Donc, tout mémoriser. Et c'est ce qu'il construit en plus. Mais l'élément central, c'est quand on lui annonce cette nouvelle, il s'est dit, qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Je me suis marié, j'ai signé un contrat avec une femme que j'aime, je lui ai dit, on aura des rêves, on aura des moments de bonheur, on va aller jusqu'au bout ensemble. Mais dans le contrat de mariage, il n'y avait pas prévu la cécité. Qu'est-ce que je lui annonce et qu'est-ce qu'elle va dire? Donc, il rentre chez lui, il dit à sa femme, écoute, voici la mauvaise nouvelle du médecin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et sa femme qui lui répond, mais tu oses me demander cela? Si c'était à moi que c'était arrivé, est-ce que tu m'aurais quitté? Là, il se rend compte qu'en fait, là, il a gagné sa première victoire, d'avoir cette femme-là toute sa vie. Et sa femme, j'ai été leur remettre les livres à la maison, il était tout en larmes parce que cette femme, c'est toute sa vie, sa femme. C'est pas son appui. C'est plus qu'un appui, c'est une vraie complicité. Et ça montre le rôle aussi important de la famille, du compagnon. Donc, il y a ce cas-là. Et on a Maître Mensa, parlant de cécité, qui, elle, perd la vue à 35 ans. Elle est avocate. Quand elle perd la vue, je me suis dit, mais comment je fais? Elle continue d'être avocate, elle a toujours son cabinet, elle a toujours son personnel, elle travaille. Et le même drame, c'est qu'elle dit au téléphone, les clients sont contents de l'entendre. Mais quand elle débarque pour dire c'est moi, on lui dit, bah, écoute, oui, c'est gentil, mais bon, on a changé d'avis, finalement, on a trouvé une autre solution. Mais ce qui est passionnant dans le cas de Maître Mensa, c'est qu'en fait, l'homme qu'elle épouse, elle l'a connu quand elle était au lycée, mais elle l'a jamais regardé parce que quand elle épouse, elle croise Roger Gouria Jacob. Roger Gouria est le premier non-voyant bachelier de Côte d'Ivoire. Et à l'époque, au lycée Sainte-Marie, il y avait des conventions, les filles partaient fréquemment faire des séances de lecture à l'Institut des non-voyants, des aveugles à Yopougon, où Roger était, et Mensa était au lycée Sainte-Marie. Mais une belle fille qui a un tel avenir ne voit pas quelqu'un qui est non-voyant. Donc, ils se croisent quand elle perd la vue. Ils tombent amoureux quand elle perd la vue. Donc, c'est au moment où elle ne voit plus qu'elle découvre avec les yeux de l'amour, qu'elle rencontre Roger et ils ont un mariage fabuleux. Donc, il y a de très, très belles histoires. Monsieur Koné, on voit bien qu'à des moments, il faut surmonter ces handicaps-là pour organiser une nouvelle vie, en vrai. Parce que dans certains cas, il y a des personnes qui sont nées handicapées, et puis dans d'autres cas, malheureusement, des personnes le deviennent. Et, moi, je voudrais lui demander comment on trouve la force. Comment on trouve la force chaque jour de pouvoir aller de l'avant, surmonter ça. Face à une société qui ne nous comprend pas. Je pense que souvent, c'est un peu plus facile pour ceux qui sont nés en situation de handicap que pour ceux qui deviennent, en pleine activité, deviennent des personnes handicapées. C'est pour ça que nous avons prévu des accompagnements psychologiques pour ces personnes-là, à travers un médecin psychiatre qui est lui-même en situation de handicap, qui nous permet d'accompagner ces personnes-là. Ouais, par exemple, les diabétiques, ils sont considérés comme des personnes handicapées. Mais quand il va falloir les amputer, c'est pas du tout facile. On a vécu cette situation aussi pendant la crise, un monsieur qui partait au travail et il a été pris par un obus, il a perdu la jambe. Il ne veut pas revenir à la maison. Il ne veut pas que sa famille le voie. Donc, on a dû faire un travail extraordinaire pour que ce monsieur-là puisse s'accepter
lui raconter des anecdotes pour dire comment nous on fait en tant que personne en situation de handicap pour draguer les femmes, tout ça pour l'amener à voir la vie. À voir plus loin. Pour lui dire que il n'a rien perdu, peut-être même il a des atouts, parce que sa position change, sa manière de s'arrêter change. Donc, il faut qu'il exploite tous ces atouts-là pour pouvoir lui donner une nouvelle dimension à sa vie. En tout cas, Monsieur Koné, je peux vous assurer que votre témoignage, votre état d'esprit, nous fait énormément plaisir et le travail que vous faites. Et le travail que vous faites, vous vous rassurez à travers donc le fait que cette situation ne soit pas pour vous un obstacle quelconque, donne la force à des téléspectateurs qui nous regardent ce soir et pour ça on voulait vous dire merci. Vous bénéficiez d'un certain appui, vous avez dit l'appui il existe, vous souhaitez qu'il soit plus important parce qu'il y a plus de personnes à toucher et l'action a besoin d'être vraiment... Une minute, je vous en prie. Pour dire merci à notre maman. Vous savez, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai dit, j'étais tellement content que je me suis déplacé pour aller à son bureau pour lui dire que je lui ai apporté tout mon soutien par rapport au projet qu'elle est en train de faire parce que ces personnes qu'elle a identifiées sont des lucanes pour nous. C'est-à-dire qu'on montre ces personnes-là aux enfants en situation de handicap pour dire, si tu travailles là, tu vas devenir comme telle personne. On dit à la maman, si tu suis ton enfant, il va devenir comme tel monsieur. Et pour terminer, nous avons fait un diagnostic de la situation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire à travers un mémorandum que nous avons adressé à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons vous fait l'honneur de vous laisser 2 copies, puisque c'est où aujourd'hui, nous avons compris que la communication, c'est l'un des moyens les plus sûrs pour arriver au changement. La communication, c'est un élément fondamental, indispensable pour le changement. D'ailleurs, pourquoi on a pensé vous inviter ce soir. Voilà. Et je voulais vous remercier et vous remettre ces 2 documents-là officiellement pour vous permettre de continuer à faire travail de sensibilisation de votre chaîne, une chaîne inclusive qui tient compte de la question du handicap et qui est au centre de la question du handicap. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et nous retrouver tout à l'heure pour la suite et la fin de notre rendez-vous. Sur notre plateau ce soir, Madame Agnès Crédy, je rappelle, journaliste, écrivaine et auteure de ce magnifique ouvrage, Les Affranchis du sort, qui met en valeur, en exergue des histoires extraordinaires d'hommes et de femmes qui ont vaincu leur handicap. Et nous rejoint sur le plateau Monsieur Ange Dagaré Dasso, directeur de cabinet du maire de Cocody. Bonsoir, Monsieur Dagaré. Alors, lorsque vous nous rejoignez sur le plateau, Madame Crédy disait, c'est notre mannequin qui nous a rejoints. Je lui dis merci. Venant d'une belle femme, je ne peux que fondre. Monsieur Dagaré Dasso, vous êtes en situation de handicap vous-même. Alors, on parlait tout à l'heure de personnes qui ont vécu, qui ont vaincu, j'ai même envie de cette situation de handicap. Aujourd'hui, vous êtes directeur de cabinet du maire de Cocody. J'imagine que ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, vous y êtes arrivé, j'ai envie de dire. Ça n'a jamais été facile pour une personne en situation de handicap. Tout est lié au mental. Vous naissez beau. Et puis, un matin, vous n'êtes plus vous-même, vous perdez une partie de votre physique. Et puis, vous découvrez que vous n'êtes pas comme les autres. Soit vous avez un bras en moins, un pied en moins, les 2 pieds, ou les 4 membres, ou vous êtes polyhandicapé. Et puis, vous vous interrogez, mais comment je fais? Mais tout commence par la cellule familiale. C'est de là qu'on tire la force. Et moi, je voudrais profiter de ce livre, de cette présentation de ce livre de Sa Majesté Agnès Crédy, à qui je rends tous les hommages du monde pour ce qu'elle vient de faire, parce que c'est un livre fantastique. Et ça fait qu'aujourd'hui, mes enfants sont encore plus fans de moi, parce que ils ont tous lu ma page. Ma petite dernière, Lucette, Marie-Lucette, elle est toute heureuse de le savoir, que son père fait partie des affranchis du sort. Et surtout, c'est une histoire, c'est un témoignage, c'est une expérience qu'on partage dans Crédy. Oui. Ce que j'ai trouvé généreux de leur part, c'est qu'ils aient accepté de se livrer. Ils n'ont rien caché de leur souffrance et de leur douleur, de leur rencontre amoureuse, de leur vie. Je veux dire, lui, son histoire, c'est quand au lycée à Béjarville, il décide de postuler, d'être président de la coopérative du lycée et que son professeur lui dit, écoute, tu es handicapé, tu ne peux pas. C'était le premier choc, c'était un gros choc dans sa vie. Je dis que je ne peux pas, et c'était son défi. Il dit, je le serai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il peut se vanter d'être l'une des rares personnes qui ait pu être directeur de cabinet de 3 maires différents. Personne ne réussit cet exploit.
Ben lui, il traverse les temps, il traverse le temps et il est là, toujours le même ange, mais il s'appelle Ange et s'envole. Donc c'est pour ça, je pense. Je voulais vraiment la féliciter, demander à Dieu de la bénir parce que c'est une œuvre divine, les affranchis du sort, des gens qui étaient condamnés à ne jamais être à la lumière. Et elle jette un regard à partir de son ami. Dans la voie propos, vous voyez qu'il y a Awa Ouattara qui est son ami, avec qui elle était à la fac. Mais elle ne savait pas tout ce que vivait cette dame. Et c'est notre cas. Nous sommes avec vous, vous êtes bien portants. Là, je suis à Live TV. Bon, c'est vrai que je passe là pour aller à une cérémonie quelque part, un beau bâtiment. Mais je découvre que vous n'avez pas pensé à nous. Il y a des escaliers. Nous cherchons les rampes. Tout à l'heure, je cherchais les rampes. Je dis, mais un bâtiment moderne qui ne rentre pas dans la modernité pour tenir compte de leur invité. Bon, je crois que je dirais... Je peux vous assurer que voilà, ça a été très entendu et je vais transmettre fidèlement. Maintenant, je crois que c'était prévu. Je crois que c'était prévu. Voilà. On est encore en train de parfaire le bâtiment, donc je crois que c'est prévu pour le Ok, mais faites-le et on vous applaudira. Je vous en prie. Allez-y. Je voulais revenir, Madame Kédi, à la page 39 de votre ouvrage. Vous avez parlé tout à l'heure de l'envol et des bouts bleus. Je crois que ça vous a inspiré quelque chose. Moi, en tout cas, c'est l'histoire du petit ange. Un petit ange. J'aurais dû vous apporter mes photos d'enfance depuis bébé jusqu'à ce c'est extraordinaire. Mon fils, qui est aujourd'hui une patronne à ma photocopie, Big Man, il me dit, papa, j'ai envie d'être handicapé. Je dis, non, c'est pas facile. Non, il est tellement fort de moi, il est tellement fier de moi, parce que je l'ai dominé mentalement. Je me suis dit, et ça vient de mon père. Père son âme, j'aurais bien voulu qu'il soit là aujourd'hui, pour qu'il soit fier de ce qu'il a. Il m'a toujours dit, tu es un homme, bats-toi. C'est vrai, ton visage plaît, mais tant que tu ne fais pas tes études, tant que tu n'es pas bien demain, les nanas te regardent qui ne voulaient pas avoir des nanas. Donc, on se bat, et puis, voilà. Et au-delà des nanas, il y a une réussite, une vraie réussite sociale. Aujourd'hui, donc, je dis que vous êtes directeur du cabinet du maire de Cocody. Oui, on vous a fait confiance. Oui, c'est une expérience qui commence en 90, au retour du multipartisme. Je suis étudiant en première année. Et puis, le 7 novembre 90, M. Meltedor me propose, père son âme, me propose d'être avec lui. Donc, on va chez le président Fouette, qui accepte qu'un étudiant soit sur la liste des 45 conseillers du PDCI. Et puis, comme déjà au lycée, j'avais appris à parler, j'avais appris à mener mes amis. J'étais meneur d'hommes. Donc, je viens sur le campus, j'appelle mes amis, les Jean-Pierre Kouassi, Dr Frédéric Adier. Je leur dis, on construit une équipe autour de... Il y avait 9 résidences universitaires à Cocody. Je prends en compte toutes ces résidences universitaires. Puis M. Beltedor gagne le dimanche 30 décembre 90. Et je deviens le plus jeune conseiller de Côte d'Ivoire, étudiant. Et ça commence. Et puis je deviens, en même temps aussi, une curiosité parce que je suis étudiant, je suis une personne en situation de handicap. Donc, comme on dit qu'il est conseiller municipal. Et puis voilà. Quand vous étiez étudiant, vous avez forcément subi certaines railleries de vos... on va dire de vos amis étudiants. Comment vous avez vécu ça? Ou est-ce que vous n'avez pas vécu du tout de raillerie? Comment on gère mentalement cet aspect? Donc, à l'université, je n'ai pas vécu ça. Ce sont les escaliers qui me créaient un peu les problèmes parce qu'il fallait faire les cours au 2e étage. C'est toute une pénitence. C'est au lycée. Au lycée, celle qui me regarde ne sera pas fâchée. Au lycée, une nana, j'étais au fond d'elle, et puis elle dit à sa copine, mais il me plaît, mais il est handicapé. Ah, ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit que Dieu qui est tellement bon fait que il a sauvé là, et puis il a sauvé quelque part là. Madame Kédi, on va terminer. Ça va être la dernière question de notre entretien, madame, ce soir. Oui, on va terminer. Rapidement, c'est sur la préface. Je pense qu'elle a été écrite par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Comment s'est fait la rencontre? Et pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que c'était la bonne personne. Parce qu'il n'y avait que lui pour signer la préface de ce livre. Première raison, c'est parce que dans sa posture de Premier ministre, je me suis dit qu'il avait le regard républicain pour prendre des décisions et faire agir. Et c'était important. Deuxième raison, c'est mon jumeau. Moi, même parti, pour moi, il est toujours là parce qu'on ne part jamais définitivement. On est toujours là quelque part. Parce que nous sommes nés accidentellement tous les deux le même jour, c'est le 10 février. Notez-le pour mon cadeau d'anniversaire. Le 10 février. Et je me suis dit, c'était peut-être un cadeau à partager aussi avec mon jumeau. Et puis la troisième raison, peut-être l'essentiel, c'est qu'il avait lui-même une grosse fragilité. Mais ça ne se voyait pas, parce qu'il a surmonté. Et que jusqu'au bout, il est resté digne. Et il n'a jamais laissé paraître cette fragilité. La preuve,
il aimera la tâche. Et je crois que c'est cette leçon qu'il faut pouvoir partager, que malgré nos fragilités, on doit être capable d'aller jusqu'au bout de nos rêves et de nos réalisations, si on a la force de le faire. Et ça a été vraiment ça. Moi, c'était la bonne personne. Et il écrit très bien, d'ailleurs, il dit, ils auraient pu renoncer à tout, ils auraient pu renoncer à se battre, mais ils ont fait le choix de dire non à la résignation. Avec détermination, ils ont décidé d'être des porteurs d'espérance et non des naufragés du sort. Handicapés dans la vie, ils ont décidé de ne pas être des handicapés de la vie. Et ça, c'est Amadou Gon qui l'écrit. C'est magnifique. C'est magnifique, vous le dites. Voilà, c'est magnifique. Surtout Madame Kadi, handicapable, comme l'a dit Jos Kezo, handicapable. Je suis un handicapable. Et si on changeait de regard, c'est le thème choisi pour commémorer la 28e édition, la 28e journée des personnes en situation de handicap, qui aura lieu demain. Et ça coïncide avec la présentation de votre ouvrage. C'est une coïncidence ou c'est un choix? C'était un choix stratégique pour justement justifier et donner du sens à la fois, pas à la journée qui a déjà du sens, mais surtout comment positionner un tel ouvrage et mettre dans la lumière ces héros, ces héroïnes, le jour où justement la nation entière ou le monde entier leur accorde du temps. Cette présentation se fera où? Au Palais de la Culture, sous le haut patronage du Monsieur le Premier ministre, qui est justement un hommage au Premier ministre et en plus en soutien aux personnes en situation de handicap. Donc, nous accompagne avec la ministre de la Culture, le ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, le ministre de la Communication, et puis le maire de Cocody qui sera là, l'ambassadeur de l'Allemagne qui sera là, l'ambassadeur du Canada qui sont là. Et tout ce beau monde qui sera là. Et puis surtout, on fait venir 700 personnes en situation de handicap à l'intérieur du pays. Donc, ils vont tous rentrer parce que l'idée, c'est de dire, écoutez, c'est difficile, c'est vrai, mais on a la volonté de pouvoir bouger et de se faire entendre. Et puis là, nos héros seront tous présents, justement pour montrer à l'exemplarité ces personnalités qui ont montré qu'on est capable de dire non à un corps fragilisé. Et ce bouquin sera disponible en vente au Palais de la Culture? Au Palais de la Culture, il est déjà dans toutes les librairies pour nous aider à changer de regard parce qu'il faut qu'on change de regard. L'enjeu, c'est vraiment le regard. Et le handicap, comme dit le ministre Joanne Guessan, il est dans le regard de l'autre. Il n'est pas dans le corps fragilisé. Agnès Crédit, merci d'avoir été avec nous. Monsieur Ange Dagare-Dasso, merci également d'avoir été avec nous. On remercie Monsieur Yacouba Koné d'avoir pris part à cette émission. Sophia Haïdar, Nassi, Edith Broubleu, toute l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres. Prenez soin de la Côte d'Ivoire, prenez soin des personnes handicapées. Que Dieu vous garde. Merci.